Salut les amis, retour des vidéos cartouches de vue du droit. Je fais ce petit avertissement initial parce que je viens de m'apercevoir en procédant au montage que, alors il s'agit, je vous dis de quoi nous allons parler, je vais passer à l'écran des vidéos récupérées dans l'actualité et nous allons les commenter avec l'ami Didier Maisto. Mais je viens de m'apercevoir que lorsque les vidéos étaient sur l'écran, Didier disparaissait. Alors on l'entend, mais on ne le voit pas. Donc, va falloir que je trouve la solution pour la prochaine fois. Mais là, cette fois-ci, on va pas recommencer, surtout qu'elle est assez longue, probablement un peu trop longue. On a été trop bavard comme d'habitude. Donc, je vous demande de bien vouloir m'excuser. Je vous souhaite quand même une bonne vidéo. C'est un exercice qui nous amène à critiquer vertement le système macroniste. Donc, c'est jamais trop. Bonjour les amis, bonjour à tous. Vous l'avez reconnu, c'est Didier Maistreau qui revient. Hein. Ce sont les duettistes de charme qui vont vous proposer une vidéo. Alors moi sur le fond, vous voyez les cartouches de vue du droit, ceux qui ont certaines habitudes dans cette chaîne YouTube. Vue du droit, connaissent cette entre guillemets émission, sachant que ça fait un moment que j'en avais pas fait. Bon, elle est destinée un petit peu, elle s'appelle les cartouches parce que à tirer à vue, hein, sur ce qui nous énerve. Euh, L'analyse en profondeur, comme, comme que l'on présente d'habitude, n'est-ce pas, n'est pas totalement présente, encore que on s'efforce d'être pertinent. On s'efforce d'être pertinent. Alors, le principe, pour cette première, en fait, sous cette forme, ça va être de proposer à Didier des vidéos que j'ai ramassées à droite à gauche, un peu euh, sur X, beaucoup, peut-être parfois sur d'autres réseaux ou sur YouTube, et je mets des petits bouts et on va essayer ensemble de les commenter. Alors, attention, je vais démarrer en espérant qu'il n'y ait pas trop de tâtonnements. Voilà, donc, vous le voyez, nous avons notre euh, enthousiasmant chef d'état-major général de l'armée française, dont je rappelle qu'il a été nommé par Emmanuel Macron, qu'il a récupéré quand il était colonel lors du premier mandat, dont il a fait son chef d'état-major particulier et à qui il a donné ses 5 étoiles, hein, probablement tous les quarts d'heure, et l'a ensuite nommé chef d'état-major de l'armée française. Euh, Bon, l'impact de cette première intervention qui a été filmée et qui a été vue par beaucoup de monde n'a pas été extraordinaire, hein, et on a entendu beaucoup de méchanceté. Donc, allons-y, voyons ce qu'il a à nous dire, ce brave Fabien Mandon. Donc moi, le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prête à un choc euh, dans 3 4 ans qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. Si... Alors, bon, le, effectivement, je ne sais pas s'il est prêt, lui, au choc violent, hein, parce que quand même, hein, oh là là, l'homme soja. Celui-là, peut-être à d'autres, mais celui-là, j'ai un doute. Bon, alors tu verras un peu plus loin, pas mal de gens s'en sont aperçus, puis ils ont essayé de corriger le tir, mais ça me semble pas avoir été très concluant. Alors, moi j'ai entendu dire que certains disaient que on avait l'impression qu'il allait se mettre à pleurer. Moi j'ai eu l'impression qu'il allait se mettre à rire, à gorge déployée. C'était quand même, le début était quand même calamiteux. Si nos rivaux potentiels adversaires perçoivent que nous consacrons un effort pour nous défendre et que nous avons cette détermination, alors il peut renoncer. S'il a le sentiment qu'on n'est pas prêt à se défendre, je vois pas ce qui peut l'arrêter en fait. Alors, je vois pas ce qui peut l'arrêter, Didier. Euh, Ils vont nous attaquer. C'est les Russes. Ils sont méchants. Ils sont à la ramasse. Hein, ils sont en crise économique. Ils doivent démonter les machines à laver pour les puces, mais on n'échappera pas à leur attaque. C'est ce qu'il a Non, mais dit. là, on est, en fait, que nous dit cette séquence? Que nous sommes dans le métalangage, hein, finalement. Parce que l'on surjoue,
on connaît un peu les doctrines de pays nucléaires, hein, comme la France et a fortiori la Russie, hein, qui a pratiquement 6000 têtes quand on en a 280. Alors beaucoup de gens me disent non, mais ça sert à... faut pas comparer parce qu'il suffit d'une tête. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est basé sur la dissuasion. La dissuasion, l'arme nucléaire, c'est fait pour pas s'en servir. Alors quand on bombe un peu le torse, qu'on est Trump, dans un certain style, qu'on est Poutine ou qu'on est Xi Jinping, c'est crédible. Et à leur suite, quand le vice-président américain ou Lavrov ou Peskov ou que sais-je encore, les différents ministres de la Défense et chefs d'état-major prennent la parole dans les médias, bah ça fait un peu peur, quoi. Hein. C'est Yvan le Terrible, c'est Barbe Bleue, quoi. Bon maintenant, si ça continue, il faudra que ça cesse, hein. Parce que nous, on va se défendre. Et tu n'es pas obligé de froncer les sourcils. L'autorité, c'est quelque chose de naturel. Quand tu n'as pas d'autorité, tu as une première version qui est Monsieur Macron. Je suis votre chef. Bon, ça, c'est terrible, hein. Ou c'est baladure. Je vous demande de vous Vous arrêter. arrêtez. Bon, ben ça, ça veut dire que tu n'as pas d'autorité, hein. Soit tu as Mandon qui est bien mis, quoi, hein, je veux dire, qui a une belle tenue, une certaine affectation dans son élocution. Oui, bon. Voilà, bon, on va C'est dire, pas un orateur, hein. voilà, c'est pas un orateur, il regarde un peu ses pieds, ses fiches. En plus, on voit que le langage non verbal, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible, c'est Terrible, terrible. ça veut dire, on voit qu'il ne croit pas à ce qu'il dit et qu'il ne partage pas lui-même, il a honte de dire ce qu'il dit. Il fait le service minimum pour rendre service à M. Macron. On voit bien, hein, il lui a dit, bon, tu dis ça, hein, tu prends la parole et tu dis ça. Hein. Mais on voit qu'il est gêné de dire ça. C'est comme tu descends de ta bagnole et tu dis à un mec, je vais te casser la gueule hein, si ça continue. Bah, tu descends de ta Attends, bagnole, tu vas d'un pas décider, tu dis, quoi, c'est quoi le problème? C'est quoi? T'as un problème avec moi? Eh bien là, généralement, moi, ça m'est arrivé, ça a dû t'arriver, quand quelqu'un t'emmerde et que bon, maintenant je suis un peu plus vieux, je le fais moins, mais j'étais assez sanguin. Bah, je- sauf une fois, peut-être, je me suis jamais battu, quoi. Je descendais, c'est une espèce d'ascendant que tu prends sur l'autre, puisqu'on est dans ce jeu-là de l'intimidation, de la dissuasion. C'est regarde, moi j'ai plus de testostérone que toi, j'ai plus de volonté que toi. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la deuxième partie que tu as passée. Il faut qu'il sente l'autre que, mais pour que l'autre sente que tu es prêt à te défendre, il faut que toi-même tu sois prêt à te défendre. Donc c'est pour ça que je parle de métalangage, c'est-à-dire qu'il prend les atours de la dissuasion, il prend les habits du type qui veut en découdre, mais on voit bien qu'il ne veut pas en découdre, donc ça marche pas. C'est alors, encore terrible. on va arriver à quelque chose qui t'avait fait bondir, je le savais, mais tu t'y attends peut-être, je ne sais pas. Alors, continuons à écouter euh, euh, ce meneur d'hommes et ça je l'ai vu sur les réseaux, c'est une expression que j'ai entendue souvent à propos de quelqu'un qui n'est pas vraiment courageux. Oh, bah, lui, je partirai pas à la guerre avec lui. Euh, Mon général, je partirai pas à la guerre avec vous, ça c'est clair. Et pourtant, on a tout pour être sûr de nous. Il y a un rapport de 1 à 4 entre le niveau démographique, enfin, la population des Européens, si on considère déjà simplement l'Union européenne, sans aller jusqu'au tout le... Ah, vous voyez Didier qui secoue la tête parce que s'il Ah, est... parce que quand il a dit ça, j'ai fait... Oui, c'est pour ça. Et moi, tu sais, quand je prends jamais rien pour argent comptant, je me suis dit, tiens, de 1 à... Alors, il a continué son exégèse, là, son analyse. Le rapport, on est 4 fois plus fort, 4 fois plus nombreux, 4 fois plus puissant, 4 fois plus intelligent. Et il dit, et en plus, ce saut, il dit juste les gens de l'Union européenne. C'est pas le continent européen extra large avec l'Ukraine, avec un certain nombre de pays qui sont, il y en a plus beaucoup, mais qui sont pas dans l'UE. Bon. Et donc, il crée comme ça 125 millions de citoyens européens. Il les sort de sa casquette d'aviateur et dit, ben voilà, on est, si tu fais le rapport de 1 à 4, il faudrait qu'on soit 500, ça suppose qu'on soit 575 millions d'habitants. Or, nous ne sommes que 450 millions d'habitants. Tout ça en plus, c'est facilement vérifiable. 100% des médias l'ont relayé, des médias mainstream, y compris l'AFP,
aucun journaliste n'a relevé cet éléphant au milieu du couloir. C'est ahurissant comment on peut créer comme ça 125 millions d'habitants. Personne n'a trouvé à redire quoi que ce soit Non, euh, à cette affirmation. mais tu avais entièrement raison. Je me rappelle, je t'avais eu au téléphone, tu m'as dit, mais comment il a appris à compter, lui? Alors, la vraie question, on se l'est déjà posée, est-ce qu'il y croit ou pas? Hein? Donc, moi, personnellement, je pense que euh, il y a de la désinvolture. Il y a- là, manifestement, il accomplit une corvée. Et donc, on lui a bricolé quelque chose. Non, mais Et tu vois, on parlait de la communication non verbale, mais il y a aussi, moi, tu sais, je suis linguiste et j'ai fait une maîtrise du français parlé, c'est-à-dire la grammaire de l'oral, pour faire court. Et donc, il y a un certain nombre de mots que tu utilises pour t'excuser du propos, quand tu mets beaucoup d'adverbes, quand tu dis peut-être, et quand tu rajoutes, il a dit deux fois peut-être, peut-être. Donc, prenez ce que je vous dis avec des pincettes. Et puis, c'est pas précis, c'est 3, 4 ans. Peut-être 5, peut-être un jour, il faut être prêt. Quand un jour, c'est le désert des Tartares de Buzzati, tu vois, à un moment, tu as Giovanni Drogo là qui est là dans son fort, il regarde, est-ce qu'ils vont attaquer? Ça fait des années qu'il est là. C'est du sable, est-ce que c'est l'ennemi? Est-ce que c'est un mirage? Est-ce que c'est le vent avec le soleil qui nous... mais tu sais, On ne sait pas, en fait, l'ennemi invisible, un jour. Donc ça n'a aucun sens, tout ça. moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que cette absence de conviction que tu es en train de pointer là, eh bien, elle est liée à un comportement, elle est liée à une absence de caractère, elle est pas liée au fait qu'ils ne croient pas à ce qu'ils racontent. Je pense que le problème, c'est ils y croient tous d'ailleurs. Ils sont Alors, coupés du réel, hein. Ils sont coupés du réel. alors, attends. Je suis d'accord qu'il y a aussi le caractère. Complètement d'accord avec toi. C'est un tempérament qui s'exprime aussi. Après, lui, même s'il n'a jamais commandé en tant que général, il a été un très bon pilote, un pilote de chasse hein, quand même. Donc, il a fait des missions, etc. C'est pas un militaire de salon, de cocktail, comme certains commissaires de police font de la politique en circonscription, ils vont boire des coups toute la journée. Bon, lui, il a quand même fait des missions, il sait ce qu'est la guerre, il connaît les différents théâtres d'opération, il sait, je pense, que ce qu'il raconte n'a aucun sens. Il sait que les Russes ne vont pas débarquer, comme l'a dit Renaud Je suis pas Pila. sûr. Je suis pas Ouais, t'es sûr. pas sûr, toi. Je suis Ouais. pas sûr. Ils ont envoyé au front parce que ça a été une catastrophe cette communication. Hein, on va voir les conséquences un peu plus loin, mais je pense que ils ont envoyé au front le général Vigilant, qui est un général d'aviation aussi, qui est d'origine antillaise, brillant. Alors lui avec un charisme de folie, quoi. Hein, je veux dire une allure et tout, et qui a commandé lui, hein, en particulier au Moyen-Orient, ce que lui n'a jamais fait. Il n'a Absolument. jamais commandé autrement qu'au secrétaire de l'Élysée quand il était chef d'état-major particulier. Alors, donc, notre désaccord va s'exprimer à la fin, parce que j'ai rajouté un petit quelque chose. Hein, je me suis fait une petite gâterie en convoquant un témoin concernant la prestation de ce brave Fabien Mandon. Continent, mais en économie, en démographie, en savoir-faire, en niveau de technologie, en capacité de production industrielle, la Russie ne peut pas nous faire peur. Il croit ma parole, mais il y croit. Voilà, j'ai convoqué l'ami Jean Gabin. Hein, non, mais il y croit. Tu vois, Non, je mais tu pense. vois, non, mais ce qui est fou, c'est que par exemple, bon, en capacité industrielle, mais la capacité industrielle, il y a des usines en Russie qui produisent des drones, des milliers de drones, mais c'est incroyable. Et je parlais l'autre fois des munitions aussi. On fabrique en France, en termes de munitions, ce qui se tire en 12 heures la nuit sur le théâtre d'opération ukrainien, sur le front ukrainien. Enfin, là, c'est pas de 1 à 4, c'est de 1 à 200 le rapport sans doute. Nous ne produisons plus rien, nous n'avons plus d'industrie. Comme disait Monsieur Macron, vive la Startup Nation, c'est-à-dire le vide, le rien, le vent, c'est-à-dire une société de services. 95% maintenant des startups font faillite et les 5% qui réussissent sont rachetés par des groupes
et notamment des multinationales, qui en font un produit marketing, une ligne de produits, tout simplement, qu'ils intègrent à leur catalogue. Donc, de ce point de vue, bon, après, en termes de production, d'idées, d'ingénierie, etc., mais c'est une population d'ingénieurs. Ils forment, mais jamais autant. Il y a je ne sais plus quelle est la proportion d'ingénieurs dans tous ceux qui arrivent sur le marché du travail chaque année en Russie. Même les Américains produisent plus d'ingénieurs. Ils vont les chercher, notamment en Chine, en Inde, un peu partout, parce que c'est un peuple qui ils veulent tous être lawyers ou financiers, c'est-à-dire avocats dans la finance, etc. Pas du tout, il n'y a pas du tout d'ingénieurs. Donc, la Chine comme la Russie, c'est des nations puissantes parce qu'elles produisent. Hein. Et quand tu vas à Moscou, tu vois cette puissance de production, tu vois la résilience aussi de ces pays qui, paquet de sanctions après paquet de sanctions, ont utilisé ces épreuves pour produire, pour vivre en autarcie, pour trouver de nouveaux débouchés. Et chaque fois qu'il y a un paquet de sanctions, ça les rend encore plus forts. C'est compliqué à expliquer, ça, à comprendre. Alors, attends, les ingénieurs, alors les deux chiffres qui tuent, c'est premièrement le plus grand nombre d'ingénieurs formés par an, c'est la Chine. Le plus grand nombre d'ingénieurs formés par rapport à la population, c'est la Russie. La Russie. C'est tout. Et dans les deux cas, c'est une tradition, c'est-à-dire qu'il y a une obsession, et quand c'était l'Union soviétique et en Chine aussi, l'obsession de l'éducation, l'obsession de... Alors, ils ont alphabétisé des pays en retard, et puis ensuite, ils ont... Et au-delà de ces décisions qui sont les décisions politiques, ils ont conservé cette tradition. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, une quinzaine d'années, on m'avait expliqué que sur les 12 membres du bureau politique du Parti communiste chinois de l'époque, il y en avait 9 qui étaient des ingénieurs. Ah bon, tiens, c'est... Bon. Alors, à la suite de cette catastrophe, parce que ça a été un éclat de rire général, et je pense que dans les états-majors des autres pays, ça a été pareil. Alors, je ne vois pas Gerasimov, le chef d'état-major russe, rigoler. Il doit rire chaque fois qu'il se brûle, comme disait un de mes potes, c'est-à-dire tous les 3 ou 4 ans. Hein. Mais quand même, je crois que ça a fait rire. Alors, ils s'en sont aperçus, je ne sais pas si c'est Mimi Il y a Marchand. mieux, hein, toujours, il y a la Belgique. Hein. Oui, c'est vrai. Le ministre de Alors, la je ne sais Défense pas. belge, il a dit si Moscou bouge, nous rayerons Moscou de... Moscou de la carte. Voilà. C'est Bon, quand non, même mais les lui, Belges qui ont acheté des F-35 américains et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'espace aérien pour faire ah voler leurs putain. propres avions. Ah Hein. non, mais c'est pas possible, c'est pas Non, mais possible. à un moment On que est tu du racontes mauvais cette côté. histoire, On il est vaut du mieux en mauvais rire côté. parce On que est tu du te dis mauvais c'est pas côté. possible, quoi. On est du mauvais côté de C'est l'histoire. C'est pas l'histoire possible. belge, C'est pas c'est une possible. histoire franco-belge, mais Non, mais... on est du mauvais côté de tout, en fait. C'est ça Bon, alors, l'impression. il y a eu probablement des messages qui ont été envoyés et des ordres qui ont été donnés. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dévoué et on va voir de qui il s'agit. Voilà donc, ça, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, général Schill, hein, qui, alors là, c'est une autre allure quand même, hein, mais il s'est Ouais, dit pour renforcer ça, je t'en prie. l'autre qui avait un costard manifestement, enfin un uniforme, pas un costard, un uniforme manifestement trop grand pour lui. Quand il met sa casquette, c'est un peu comme l'allemand, le préfet de police de Paris qui lui arrivait à peu près jusque là. Hein. Donc non, là on a envoyé le mec, il a mis son treillis. Non mais pour aller chez Fogiel, le mec il met un treillis. Hein, Non, mais avec c'est toutes vrai les... qu'en plus, c'est quand même prodigieux, cette espèce c'est presque la justice immanente qui s'exerce en faisant un pied de nez. Tu as Marc-Olivier Fogiel, bon, qui n'est pas, on va dire, sans être dans le masculinisme exacerbé, un exemple manifeste de virilité absolue. Hein. Non, c'est moi. Et Oui, tu as en face de lui une espèce de Rambo, visiblement le type porte beau, il est grand, il est athlétique, et Fogiel qui n'entend rien aux affaires stratégiques et de guerre, qui fait plutôt du people bas de gamme hein, en général. Bon, c'est vraiment, c'est même pas un journaliste, c'est un pauvre animateur qui était dans les petits papiers des uns et des autres, hein, qui a toujours suivi, qui a été obséquieux vis-à-vis de tous les pouvoirs. Bon, voilà, et qui interviewe ce type-là, ça crée une espèce
la rencontre du feu et de l'eau, quoi, ça crée une espèce de réaction Alors, qui augmente au ridicule, qui augmente le ridicule de la situation. j'invite, on va d'abord écouter ce qu'il nous raconte, ce général. Ah, t'as choisi des bons Après, extraits. après je dis à nos spectateurs, repassez-vous le truc en coupant le son. Parce que Ah. le body langage du militaire, c'est quelque chose quand même. Parce qu'il en rajoute, parce qu'il faut qu'il montre comment il n'est pas Rambo, c'est la bonne référence. Alors allons-y. Sans faire une pirouette, je vous dirais que, en fait, notre principale ambition, c'est l'Europe. L'Europe doit, et c'est l'idée historique de notre pays, pouvoir peser sur son destin. Nous sommes dans un monde dans lequel le recours à la force redevient quelque chose qui peut paraître normal à certaines grandes puissances. C'est le retour des empires. L'Europe. T'as pas entendu parler de la France? Non, mais Génération? là, on voit très bien Non, mais c'est que dingue d'une ça. certaine manière, bon, c'est vrai que c'est du gaullisme à rebours, à contrario. Il suffit pas de sauter comme un cabri, de dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. On voit bien qu'il C'est ce qu'il récite, est en train de faire. voilà, il récite les éléments de langage fournis par Monsieur Macron, qui lui dit, tu insistes bien sur le caractère européen, parce que chaque fois qu'il parle de souveraineté, Monsieur Macron, il rajoute souveraineté européenne, ce qui est un oxymore et un non-sens du point de vue du droit d'ailleurs. Une souveraineté ne peut être que nationale. Donc là, le type prend un body language, une volonté et une force dans l'expression qui pourrait te faire croire qu'il va aller au combat pour son pays, et il te cite presque du Raymond Barre. Donc là, ça crée un autre hiatus dans la situation qui rend la situation totalement ridicule et ubuesque. Le type, il dit là, et puis il te chante du Chantal Goya, quoi. C'est Guignol, c'est Guignol. Enfin, ça va pas, quoi. Il y a rien qui Alors va. attends, tu vas voir, juste après, il fait un aveu extraordinaire. Face à un empire, on est vassalisé ou on est ennemi. Tiens donc, face à un empire, on est vassalisé ou on est ennemi? Ah bah, d'accord, donc l'ennemi c'est la Russie, ça on nous le serine sur tous les tons, donc on est bien vassal des États-Unis. Et Non mais oui, et puis en plus, il y a c'est pas quelque chose qui possible. ne va pas. Il dit dans le début de son propos, c'est à nouveau, il faut être fort parce que c'est la renaissance en gros des empires. Bon. Et tout de suite après, il parle de l'Europe, qui n'a qui n'est pas une entité impériale, qui n'a même pas un embryon de début de commencement d'armée européenne, de défense européenne. On en parle depuis 70 ans. On a été infoutu de faire une armée, une défense européenne. Et donc, lui, il accepte finalement la vassalisation parce que l'Europe, d'un point de vue militaire, n'existe pas et n'existe qu'à travers l'OTAN, dont la France a d'ailleurs intégré le commandement intégré, c'est le cas de le dire, et n'a plus aucune autonomie de manœuvre. Et enfin, pour clore le tout, on a eu Donald Trump il y a quelques semaines qui a dit non seulement c'est comme ça, mais en plus, non seulement vous allez abonder vos budgets pour arriver à 5% du PIB, parce que nous, on ne va pas vous protéger longtemps, parce que par rapport à l'OTAN, parce que vous ne payez pas assez, les Européens. Hein. Nous, on en a un peu ras-le-bol. Mais en plus, vous allez prendre, je ne sais plus, pour 600 milliards de 700. 700 milliards de matériel dans le complexe militaro-industriel états-unien. Enfin, là, c'est plus de la vassalisation, c'est de l'esclavage, là. Mais c'est le retour des empires. Il emploie un pluriel. Bon, alors il y a l'empire chinois, il est là depuis 3000 ans. Il y a donc l'accusation contre l'empire des tsars, modernisé, mais il y a l'empire américain aussi. Hein, et il dit, voilà, on n'a pas le choix, soit on est ennemi, soit on est vassal. Donc mon général, vis-à-vis des États-Unis, on est vassal, parce que j'ai pas remarqué qu'on soit ennemi. Hein. Bon, donc, non mais Il ça, illustre à alors, merveille, ça fait penser à ce film de Denis Arcand, le Canadien, le Québécois, le déclin de l'Empire américain. la chute, je crois, c'est la chute, non? Non, le déclin de l'Empire Déclin. américain. Et finalement, bon, le déclin de l'Empire américain, c'est des histoires, c'est des histoires sexuelles en fait. Hein. Et il démontre assez bien à quel point finalement l'Occident en est arrivé à cette espèce de lente déliquescence quoi. Et non, mais ces deux séquences-là contiennent tout et expliquent avec une incroyable force
la situation dans laquelle, le bourbier dans lequel nous sommes jusqu'au cou depuis quelques décennies. Alors, L'Europe doit regarde. saisir son destin en main. La France a toujours eu cette ambition et donc la France, par ses différents outils, dont l'outil militaire, travaille à la puissance, à la souveraineté de l'Europe. Cette Europe, elle est organisée de différentes façons, notamment à travers l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Et dans le cadre de cette OTAN, il y a une solidarité. Nous avons signé en disant... Alors ça, moi j'adore le body langage. Il serre son petit poing et là il serre les deux. Il serre les deux petits poings, ses petits bras musclés derrière. Hein, voilà, l'Europe, Mais surtout, on est dans la grande confusion de pensée, dans le maelstrom total, c'est-à-dire qu'il parle de la puissance de la France dans le cadre de la souveraineté européenne. Et puis il rajoute, mais la puissance de la France aide l'Europe à être souveraine. Et puis tout de suite après, enfin c'est fou. C'est fou, moi j'en reviens pas. Tout de suite après, il parle de l'OTAN, quoi. Il parle de l'organisation du traité Atlantique Nord. Donc il parle de la France pour aller vers la souveraineté européenne, tout ça dans le cadre de l'OTAN. Et à la fin de sa troisième phrase, tu comprends qu'en fait, il n'y a aucune souveraineté, puisqu'il vient de nier par l'exemple et dans l'absolu tous les attributs de la souveraineté. Enfin, c'est prodigieux, c'est du en même temps absolument, absolument dantesque. Je n'ai jamais entendu, et on est dans la confusion totale de pensée, quoi. Que si un des pays de l'OTAN était attaqué, l'ensemble des pays de l'OTAN se... Mais donc on est prêt à envoyer nos soldats en cas d'agression russe contre un pays de l'Europe de l'Est? Alors de toute façon, nous sommes prêts, et ça fait partie des engagements de notre pays, à la défense collective. Et un certain nombre des États à l'est de l'Europe nous disent « j'ai un ennemi existentiel à ma frontière » et peuvent être, le cas échéant, soumis à des tests. Mais clairement, il y a quelques jours, vous... Alors, les pays qui sont effectivement limitrophes de la Russie peuvent venir demander l'aide parce qu'ils ont un risque existentiel du fait de cette frontière. Mais alors, c'est double standard, ça marche que dans un sens. Quand il y a un coup d'État en 2014 en Ukraine, quand tout est fait pour faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, quand tout est fait pour militariser ce pays sur la base des standards occidentaux, que on signe avec les Russes des accords qu'on viole, on les signe sans aucune intention de les appliquer, hein, coucou François Hollande, coucou Madame Merkel, là, il n'y a pas de risque existentiel. Hein, puis là, en plus, il y a une confusion énorme. Il fait référence à l'article 4 et à l'article 5, hein, et notamment l'article 5 qui est, quand un membre de l'Alliance, de l'OTAN, en fait, est attaqué, les autres, en solidarité, puisque là, il y a du coup, non pas une souveraineté, mais une forme de subsidiarité et de coopération, c'est dans le traité, hein, de toute façon. Donc, on va au secours du pays qui est attaqué, non pas qui dit j'ai peur des frontières, parce que les frontières, elles existent. Tout ça n'a aucun sens. Si tu veux, la géographie, elle n'a pas bougé. Depuis l'effondrement du bloc communiste en 1989, les provinces des républiques de l'ancienne URSS qui sont devenues autonomes, dans la nuit, par un froid de 6 ou 7 Berry, les frontières n'ont pas bougé, quoi. Alors, soudain, dans le cadre de l'Europe, grâce à M. Macron, on dit « Oh là là, oh, je me réveille. Simone, regarde, la Russie est à mes côtés. » Premièrement. Deuxièmement, il entretient savamment une confusion, parce qu'on comprend tous qu'il parle de l'Ukraine, hein, évidemment, mais en disant les pays de l'Est, de l'Europe, etc. Alors, on ne sait pas si c'est les pays à l'Est de l'Europe ou de l'Est de l'Europe. Et je rappelle à toutes fins utiles que l'Ukraine ne fait ni partie de l'Union européenne, ni partie de l'OTAN. Et il parle bien de l'Ukraine en réalité là, et des efforts, comme tu l'as dit, un peu désespérés, pour que l'Ukraine appartienne à la fois à l'Union européenne et à la fois à l'OTAN, ce qui n'est pas le cas. L'Ukraine, on n'est tenu par aucun traité d'aucune espèce, d'aucune sorte, pour aller sauver l'Ukraine. Que les choses soient claires. Pour nos spectateurs, rien ne nous oblige
rien n'est signé, rien n'existe pour sauver l'Ukraine qui, pour moi, est le 51e État américain. Et c'est même un État dans l'État, c'est l'État de McKinsey et de BlackRock, la... pardon? BlackRock De, aussi. de BlackRock, voilà. C'est surtout ça. D'ailleurs, il y a un 28e État virtuel qui est en gestation au sein de l'Union européenne. C'est assez extraordinaire. Allez, Entier vos Numérique. grandes Un État orientations, il y a numérique. une phrase évidemment qui a interpellé. Il faut être prêt dès ce soir à la guerre de haute intensité. Dès ce soir, on peut basculer. Je dirais même dès ce matin. Dès ce matin, tout peut basculer. On a vu les incursions de drones au cours des dernières semaines, les survols de chasseurs russes. Une méprise peut arriver et un engrenage peut s'installer. Je ne dis pas que c'est inéluctable, au contraire. Je dis qu'il faut qu'on nous pesions de façon à éviter cet engrenage. Il faut donc être prêt dès ce soir. Dès ce soir, l'armée de terre française est prête à monter au rempart de notre pays et de notre continent. c'est con, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu m'en empêcher. Ah, mais c'est vraiment cruel parce que La coalition des Chihuahuas, putain, c'est ah, pas mais vrai. c'est cruel parce qu'en fait, en même temps, on en rit, mais on en rit un peu jaune parce que ça nous rend aussi malades. C'est que finalement, quand tu pousses ces gens en plus dans leur retranchement, qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que tu dis, mais elle est où la guerre? Attendez, expliquez-nous. Est-ce qu'ils vont venir avec des machines à laver? Est-ce qu'ils sont à nos frontières? Est-ce qu'ils vont faire, comme l'a dit l'état-major, le chef d'état-major des armées, ou comme l'a dit Renaud Pila, est-ce qu'ils vont prendre Waze, passer par la Hongrie, par l'Autriche, par Milan, après la semaine de la mode, filer par Berne, Passer par Château-Renard, et passer puis par Château-Renard, et les gens te répondent, parce qu'ils sont embêtés, parce qu'il n'y a pas de menace euh, tangible, etc. Ils te disent, ah mais attendez, c'est la guerre hybride. Et quand tu les pousses un peu plus dans leur retranchement, tu dis, mais c'est quoi la guerre hybride? Ils te disent, bah, c'est des hackers sur les sites des hôpitaux de Paris, où ce sont les têtes de cochon devant les mosquées. Non mais tu dis, c'est ça la guerre nucléaire? Mais c'est surréaliste, quelque part, tu vois. Et tu vois, c'est toujours dans l'à peu près. C'est toujours dans les drones, l'hybride. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre hybride? Ça veut rien dire, une guerre hybride. Je veux dire, sur le front qui fait 1000 km en Russie, sur 30 km de profondeur ou 40 km de profondeur, même les Russes capturent des, euh, des machines, des chars, des trucs, ils en ont même fait amuser. Je veux dire, c'est terrible. C'est des combats d'artillerie, c'est des combats d'homme à homme. Bien sûr, il y a les drones par-dessus tout ça, mais il y a du vrai combat. ah bah oui. Comme disait un cinéaste, oh, la guerre, un Suisse d'ailleurs, la guerre, c'est simple, hein, c'est un morceau de fer qui rentre dans un morceau de chair. Hein. Voilà, vu comme ça d'un studio de télé ou de radio, c'est très simple. Et voilà, donc on est dans cette confusion. On veut à tout prix faire exister la menace russe et même les drones. Les drones, en fait, quand tu discutes avec les spécialistes, mais c'est fréquent, c'est pas nouveau le phénomène des drones qui survolent à un moment l'espace aérien parce que, bon, pour mille raisons, parce que c'est pas précis, parce que, bon, je dis pas mais tout le monde le fait. Je veux dire, quand tu as des petits pays qui sont tellement, comme la Belgique, dont l'espace aérien est tellement restreint, qu'à un moment, quand il y a des exercices, ben à un moment, il y a un bout d'espace aérien qui, l'espace de 40 secondes, a été survolé. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une guerre. Alors après, où il a raison quand même, ce monsieur, ce militaire, ce chef d'état-major de l'armée de terre, c'est que tout peut arriver. Une méprise, un instant, ce qu'on appelait l'autre fois l'instant Franz Ferdinand. On voit bien en plus que les chefs d'État se laissent embarquer aussi par leur propre discours belliciste. On a vu Trump en Asie, en remontant dans l'avion, qui dit ouais, mais
puisque les Russes et les Chinois font des essais, moi aussi, immédiatement, je vais faire des essais. On voit bien que ça peut déraper. On voit bien qu'à un moment, tu peux avoir une méprise dans une analyse radar, un aviateur qui se comporte de façon un peu agressive, et puis ça s'embrase. C'est comme ça que peuvent naître les guerres aussi, hein, Hmm. dans le détail, dans la bévue, dans l'imprévu, en fait, dans l'accident. Donc ça, c'est réel, c'est un risque réel. Alors, j'avais pensé à faire une vidéo avec un passage avec Bruno Tertrais, mais finalement, c'est tellement grotesque que ça ne présente pas tellement Ouais. d'intérêt. Alors, en revanche, là, celle-là, on va rester dans le militaire parce que elle est très intéressante. Alors, elle va nous ramener sur le service public. Et donc, alors, là voilà. Sur le service public, on aura quelqu'un qui va venir nous expliquer, un général dont je ne me rappelle plus le nom, qui va venir nous expliquer que bah, il va refaire toute l'analyse géostratégique sur France TV. Et en face de lui, il a une journaliste, celle qui fronce les sourcils pour donner l'impression qu'elle a compris ce qu'on raconte. En général, elle n'a absolument pas compris. Et puis, on a également un autre journaliste, alors lui, je ne me rappelle plus son nom non plus, du service public, et Madame Gégaud du journal Le Monde, qui est une russophobe rabie et qui n'y connaît rien en plus. Donc là, elle prend des airs pénétrés pour écouter ce brave général. C'est embêtant hein, de voir le niveau des généraux d'active. Le niveau Euh, général des généraux. voilà, les généraux d'active. Mais quand on voit ceux qui ont pris leur retraite et qui viennent tapiner sur les réseaux, c'est très, très inquiétant. Sur les réseaux de télévision. Hein. Les Tomahawk, les fameux missiles longue portée, c'était important dans le cadre de la négociation. Et M. Poutine a réussi à faire changer d'avis M. Trump sur ce sujet, puisque c'est lui qui a appelé, ou qui a fait appeler M. Trump, avant l'entrevue avec M. Zelensky. Et d'un seul coup, il y avait des problèmes pour avoir des problèmes de stock, problèmes d'équipage, etc. Vous pensez bien que si la proposition avait été faite avant, elle avait été étudiée. Donc, alors ça, c'est dramatique. Parce qu'il est en train de nous expliquer, ce monsieur, que la nation a payé pendant des années pour, effectivement, prendre des responsabilités, pour diriger l'armée française, parce que le grade de général, c'est pas rien, et qui vient dire absolument n'importe quoi. Il vient dire n'importe quoi. Parce qu'il nous dit, premièrement, il nous dit, et il parle bien évidemment de la proposition de Donald Trump de livrer des Tomahawks à l'Ukraine. Ce qui est effectivement quelque chose d'assez important, c'est un vieux missile assez ancien qui a deux caractéristiques particulières. Il peut frapper loin dans la profondeur le territoire russe. Alors la Russie qui avait ce gros avantage de taille hein, qui lui donnait de la profondeur stratégique, là ça peut constituer un désavantage dans la mesure où ça l'oblige à couvrir avec sa défense aérienne un très grand territoire, donc un peu à la disperser. Bon, donc ça c'est la première caractéristique, c'est la profondeur. La deuxième, c'est que il est à double usage. Lorsqu'il y a un Tomahawk qui part, on ne sait pas s'il a une tête nucléaire ou une tête classique. Donc pour les Russes, c'est pas rien ça. Hein, c'est quelque chose de sérieux. Et clairement, s'il y avait même une frappe euh, conventionnelle sur une chose importante, par exemple, on peut imaginer que quelques excités de Kiev voudraient frapper directement Moscou, voire le Kremlin, là, ça pourrait dégénérer. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce brave général? Il nous dit deux énormités. Il nous dit Trump a renoncé à cette livraison parce que c'est Poutine qui lui a demandé. Poutine lui a passé un coup de fil, dis donc, Donald, le coup des Tomahawks, c'est pas une bonne idée, donc voilà, Trump a renoncé. Et ce même général, et c'est là où ça devient invraisemblable, ce même général vient nous dire, et je crois que je vais le remettre parce que
un petit peu, voyons, hop, allons-y. Et d'un seul coup, il y avait des problèmes pour avoir des problèmes de stock, problèmes d'équipage, etc. Vous pensez bien que si la proposition avait été faite avant, elle avait été étudiée. Et espèce d'âne, tu sais ce que c'est qu'un Tomahawk? Ça part d'où un Tomahawk? Depuis le temps, c'est un vieux missile. Ça parle de bateaux. Ça part de bateaux. Donc, ils vont mettre des navires de guerre sur les fleuves, sur le Dniepr, pour pouvoir envoyer des Tomahawks. Non, mais de toute façon, dans cette séquence, là aussi. Attends, je termine, Didier, je termine. Non, mais c'est gravissime, ça. Oui, oui, Gravissime, parce que le mec ne sait pas une chose toute simple. Ça lui prendrait 5 minutes si on ne l'avait pas payé à rien foutre. Là, je me chauffe un peu, parce que les Américains ont commencé, ils ont des stocks insuffisants. Ils en construisent 60 par an. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ils en ça coûte construisent très 60 cher. par an, mais surtout, ils viennent de mettre en place des systèmes, ils sont en train de les expérimenter, qui permettent éventuellement, et c'est pas encore au point, de faire partir ces missiles depuis des bases de départ terrestres, c'est-à-dire depuis des camions. Et des camions, ils en ont 6. D'accord? Donc, si Trump a renoncé à livrer ces Tomahawks, c'est qu'effectivement, il s'agissait d'une espèce d'escalade et que le Pentagone est suffisamment formé pour lui dire que ce n'est pas le genre de choses qu'il faut faire, compte tenu des risques d'escalade que ça implique, mais surtout, ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Et on voit, parce que c'était toute la semaine dernière, on voit des pitres venir sur les plateaux. Alors, naturellement, tout le monde approuve sur le plateau. On voit des pitres venir sur les plateaux et des généraux, des militaires, venir proférer des énormités. Mais là, ce que tu dis, c'est vraiment le plus grave et le plus important. Il faut partir du début. Le début de cette histoire-là, c'est quand même Volodymyr Zelensky qui met son t-shirt en acrylique avec les auréoles sous les bras, son treillis à lui, parce qu'il se filme sur fond vert, on ne sait pas trop où il habite et ce qu'il fait de ses journées, à part prendre des avions. Et il dit il faut nous livrer les Tomahawks. Pourquoi il fait ça? Pour frapper l'opinion internationale, pour montrer que il va falloir maintenant préparer les esprits et sans doute attirer les États-Unis dans la guerre pour attaquer Moscou. C'est-à-dire, on n'a pas peur, nous sommes le monde libre, on va frapper Moscou au cœur, on va les frapper au Kremlin. C'est évident, tout le monde a compris ça. Par rapport à ça, je dirais que la Russie avait anticipé il y a quelques mois en révisant leur doctrine nucléaire, en disant si on était attaqué par un pays, quel qu'il soit, de l'OTAN, avec des armes conventionnelles non nucléaires, on se réserve le droit, vu la violence de l'attaque, de riposter avec des armes nucléaires. Ce que Poutine a rappelé avec une certaine force il y a quelques jours. Si vous allez avoir des problèmes si vous faites ça, la réponse, plus ce qu'il avait dit, sera énorme, sera choquante. Je ne sais plus quelle épithète il avait utilisé. Bon, ça c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que non seulement, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, ils n'ont pas les moyens, mais il y a aussi des histoires de formation. C'est-à-dire, c'est comme quand on devait livrer les chars américains en Ukraine. Enfin, il faut voir que les chars aujourd'hui, les chars américains et tous les Abrams notamment, ce sont des monstres d'informatique. C'est-à-dire, il faut être ingénieur plus pour piloter un char, parce que tu fais que de la manipulation informatique. C'est pas comme dans les films de guerre, comme Le Chanté sans Severino, tu te mets dans une tourelle avec un casque en cuir ou en fer et tu fais tac, 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 tac. C'est pas du tout ça aujourd'hui. Donc c'est 6 mois à 1 an de formation, sans compter tout ce qui va avec, les pièces de rechange. Non, et puis attends, Didier, il y a une autre donnée que ce général devrait Alors j'ai connaître. trouvé son nom, j'ai cherché pendant que je crois que lui, c'est Dominique Trinquant. Ah, c'est Trinquant, oui, j'avais oublié. C'est Trinquant. Oui, parce que, en fait, les servants des Tomahawks seraient obligatoirement des Américains. En plus.
Voilà, donc ce serait donc Trump, comme d'habitude, un pas en avant, un pas en arrière, etc. Il a fait du Trump, hein, mais lui, il fait semblant de ne pas comprendre et il pousse, il pousse. Plus il Non, y a mais lui, ce qu'il faut bien comprendre dans Trump, c'est que sa grille de lecture, c'est le business. Tant qu'il fait du business, qu'il peut vendre aux Européens, lui, il s'en lave les mains, c'est Ponce Pilate, il dit, oh, moi, je fournis les armes, etc. C'est pas mon affaire, hein. Moi, c'était la guerre de Biden. Moi, voilà. Et donc, ça, c'est fondamental d'intégrer cette donnée. le problème de cette façon de pousser comme ça, parce que tu parlais des Abrams, mais il y a eu les Challenger, les AMX français, il y a eu les César, il y a eu ci, il y a eu les F-16, toutes les armes, les Wunderwaffen, hein, comme disaient les nazis, qui ont été données. Elles sont où toutes ces armes? Elles ont où? Elles ont été consommées, elles n'ont servi à rien, elles n'ont strictement rien changé. Le game changer, jamais. Donc là, ce Et seront les l'argent, Tomahawks, hein, il est où Général l'argent? Trinquant, ce sont les Tomahawks qui vont changer. Et l'argent, pareil, il est où l'argent? Ah, l'argent, moi j'ai lu un article dans la presse américaine, hein, Hmm. qui disait que il y avait des éléments extrêmement probants qui montraient que Zelensky transférait dans un compte bancaire en Arabie Saoudite 50 millions de dollars par mois. D'accord? Bon. Absolument. Hein, et c'est toi et moi qui fournissons Je sais plus, l'argent. j'ai vu dans la presse américaine aussi, je sais plus quel était le titre. Ils ont appelé, parce qu'il y avait des programmes aussi pour aider les hôpitaux, etc. Ils ont appelé tous les hôpitaux. Il n'y a aucun hôpital qui a vu la couleur d'un dollar, quoi, hein. Donc, bon, enfin. Et d'ailleurs, il faut, parce qu'on oublie vite, hein, mais c'était peut-être l'année dernière, il y a 20 mois, peut-être, Zelensky qui avait dit, oui, ben, il y a un tiers à 50% des versements qui sont détournés. Il te dit ça. On en est peut-être l'Europe à 300 milliards, enfin, on doit Ils être à. avaient, quand Trump est arrivé au pouvoir, ils avaient envoyé des auditeurs pour savoir où était passé le pognon, parce qu'il n'y avait aucune traçabilité. On n'en a plus jamais entendu parler des auditeurs. Hein, ils avaient Oui. débarqué à Kiev. Hein. Bon, voyons ce que ce brave général incompétent nous dit. Donc là, M. Trump a été désarmé, si j'ose dire, par M. Poutine. Juste un petit mot sur le nucléaire. En fait, c'est une preuve d'échec pour M. Poutine. Vous comprenez bien que si à chaque fois qu'il y a un problème, on est obligé de dire ben, attendez, je vais vitrifier la Terre entière, ben, c'est une preuve d'échec. C'est qu'il n'a. C'est vraiment, enfin, je veux dire, allez, je veux pas Non, mais c'est m'énerver, non, mais à ce niveau de niaiserie, ça, c'est l'armement nucléaire, c'est pour ne pas faire la guerre, justement. C'est ce qui a préservé la paix en Europe, hein, jusqu'au coup d'État Maïdan, parce que la guerre a commencé à ce moment-là. Hein. C'est pas l'Union européenne qui a apporté la paix. La preuve, là, elle ne rêve que d'une chose, c'est faire la guerre. Donc, c'est bien l'arme nucléaire. Donc, l'armement nucléaire. Alors, tu disais que Vladimir Poutine avait rappelé le changement de doctrine nucléaire russe. Je rappelle aussi que les premiers à changer leur doctrine nucléaire, ce sont les Américains sous Biden qui ont dit qu'il était possible qu'ils lancent une attaque nucléaire de première frappe. tout à fait. Pendant la guerre froide, les deux pays s'étaient engagés à ne jamais le faire. C'est toujours en riposte. Les Russes ont conservé ça. Mais la différence, c'est que les Russes ont dit, si ils sont en face de l'OTAN, hein, et puis, bon, ils sont un peu parano depuis le 22 juin 1941, ils ont quelques raisons de l'être. Mais ils disent, si vous nous attaquez, même de façon conventionnelle, et que ça provoque une mise en cause existentielle de la Russie, on ne s'interdit pas l'usage des armes nucléaires. Et le général Sachant que Trinquant, les États-Unis ont signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, mais ne l'ont pas ratifié, hein, pour pas être accusé un jour, en termes de droit international ou de je ne sais quoi d'ailleurs, de violer la loi, parce que ils sont toujours légalistes, hein, tu sais. Mais ils n'ont pas ratifié le traité, ce qui leur permet de faire un peu du en même temps, quoi. Voilà. alors venir dire, Alors oui, alors attends, c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure, et que cette séquence rappelle aussi, tu parlais de niaiserie.
mais dans la population française, en tout cas dans les élites autoproclamées, il y a cette idée que Donald Trump est le petit esclave Oui. de Poutine, depuis que dans la Trump Tower, il a vendu à un ou deux mafieux russes, je ne sais plus, un ou deux ou trois, enfin des appartements en tout cas, que ces gens, donc faisant partie de la mafia russe, euh, ont sauvé Donald Trump d'une faillite certaine, enfin n'importe quoi, et que donc maintenant, par une espèce de gloubi-boulga qui s'est perpétué depuis les années 80, Poutine, formé au KGB et patron du pays, se souvient que Trump avait vendu 3 studios et qui le tiennent dans la main. Mais moi, j'ai parlé avec des journalistes et non des moindres. Il y en a beaucoup qui pensent, alors là, pour le coup, Ouais. sincèrement ça, qui y croient, qui te disent non, mais Poutine, il tient dans sa main Trump. On a eu ça, rappelle-toi, pendant des mois. Non, mais attends, Didier. Poutine, maintenant, ils ont du mal parce qu'ils voient que ça commence à s'envenimer. Tout le monde te disait, mais Trump, il est aux ordres de. C'est le petit chien de Poutine. Mais attends, ça va beaucoup plus loin, mais c'est ce qu'il dit, Trinquant. C'est bien ce qu'il dit. Parce il y a eu l'ingérence russe dans l'élection de 2016, et donc ce sont les Russes, parce qu'ils le tenaient, qui ont fait élire Trump. Et il a fallu à Trump des années pour faire la démonstration que c'était une fake news et un complot. C'était un complot du FBI. Ça a été parfaitement établi. Il y a le rapport Mueller qui le disait, hein, mais c'est pas arrivé jusque chez nous. Hein. Le général Trinquant, il vient, il te dit que, en fait, Trump est aux ordres de Poutine parce que s'il n'a pas livré les Tomahawks, ce qui était normal et qu'il aurait fallu faire parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, et le fait qu'ils ne puissent pas le faire pour des raisons de disponibilité du matériel, c'est purement et simplement un mensonge. Non, mais on est sur le service public là. Hein. On est sur le Bon, service public. après, tu vois, toi comme moi, et peut-être toi encore plus que moi, on a tous des connaissances dans l'armée, hein. C'est-à-dire des gens qui sont d'actifs aujourd'hui. Il faut aussi peut-être rassurer les gens qui nous écoutent. Ce monsieur n'est pas à l'image de tous les militaires, ni durant, ni en opération extérieure, ni des dirigeants. Ils sont pas tous comme ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a aussi des gens. J'espère, mon cher Non, mais il Didier, y a aussi des gens j'espère. sérieux, quoi, hein. Ils sont accablés, hein, parce que je pense on parle beaucoup, hein. Et puis les gens sont dans la réserve, ils sont bien élevés, ils vont pas faire n'importe quoi, ils disent pas Ouais, n'importe ouais, quoi. ouais, ouais. Ils veulent pas Moi, affaiblir le pays. Ils sont d'ailleurs un peu embêtés, hein, parce qu'ils disent, mais moi j'en connais qui disent c'est pas possible. On se ridiculise, voilà. non, mais attends, Didier, moi je veux bien, ok. Je pense, en tout cas, je l'espère. Mais tu parlais tout à l'heure de ton ami Renaud Pila. Hein. Je mets entre Qui, guillemets amis, hein, oui. oui, bien sûr, hein, qui était sur Waze pour voir comment est-ce que les Russes allaient faire boire les chevaux de leurs Cosaques dans la Seine. Il y avait en face de lui un général qui a trouvé tout ça tout à fait normal, il n'y a pas eu une remarque et rien, c'est le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. C'est fou ça. Moi ça Parce m'a que, choqué. parce que là, nous, on s'accroche un peu à ça en se disant, c'est vrai qu'en dessous, dans les grades inférieurs, les gars sont conscients de ça. Bon, on en connaît tous, etc. Mais est-ce si sûr? Et je pose la question, hein, je pose la question parce que quand on voit le niveau des élites, après la catastrophe éducative dans notre pays, le niveau des élites, quand on voit qui sort de l'ENA, quand on voit qui sont les ministres, hein, quand on voit comment se font les sélections, je veux dire, et ça vaut pour la France, mais ça vaut pour d'autres pays occidentaux. Regardons Non, ce qu'on non, fait. mais, enfin, ce qui est fou, c'est que pendant, je sais pas moi, allez, à peu près 20 ans, je dirais, oui, 20 ans, on a réduit le format des armées. On a réduit les effectifs, on a réduit les budgets. Et il y a Jean Daumerchet, hein, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais il a eu une bonne formule dans son bouquin, là, son dernier bouquin. Il parle de l'armée française qui compare à l'armée américaine. À l'armée américaine, il dit c'est une armée au format bonsaï. C'est une très bonne image parce qu'elle est très technologique,
très performantes. On a encore des ingénieurs, des systèmes. Le Mirage, le Rafale, pardon, c'est sans doute le meilleur avion du monde, hein. J'en parle de guerre, moi j'en parle avec, on dit toujours c'est les F-35, etc. Moi j'en parle avec un ancien pilote de chasse qui est un de mes meilleurs amis, Jacques Klostermann, fils de Pierre Klostermann, l'as des as, proche du général de Gaulle, etc. Bon, grande famille de résistants, qui était pilote de chasse pendant des années, Jacques, qui était commandant de bord, instructeur après dans l'aviation civile. Bon, il te dit, les avions de Dassault, c'est des merveilles de technologie, parce que tout est fabriqué en même temps, quoi. Si tu veux, le poste de pilotage, il n'y a pas l'informatique qu'on vient greffer dessus, tout est conçu en même temps, d'où les problèmes du SCAF aussi. Et on comprend que, d'ailleurs, Dassault, et c'est normal, veuille garder la maîtrise. On sait faire. Le problème, c'est qu'on a réduit, donc on peut exporter au maximum, allez, sur un théâtre d'opération, 20 000 hommes, c'est-à-dire rien du tout, et que pour un combattant, il faut 6 soldats derrière dans tout ce qui est comment on appelle ça, l'organisation, quoi, hein. Donc ça va pas, quoi. On est vraiment ridicule. C'est comme quand le Belge, le ministre de la Défense dit on va rayer la Russie de la carte. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Mais ça pourrait faire sourire, mais c'est très préoccupant parce que en face, on a des gens déterminés qui ont une véritable armée, qui peuvent mobiliser des centaines de milliers de personnes en quelques heures, quoi, hein. On n'est pas tout à fait dans le Non, même mais équilibre, quoi. c'est bien pire que ça. On veut mettre des troupes au sol. On peut mobiliser en tenant compte de l'arrière, de la logistique, de tout ce que ça implique, etc. On peut mettre en soldats de première ligne, on peut mettre aujourd'hui, hein, ce matin ou ce soir, hein, comme disait le général Scheer, Mais, on peut mettre 2000 bons hommes en oui, oui, première ligne. oui, Hein. qui combattent, oui. 2000, ce qui veut dire c'est à peu près 2 jours de bilan de perte de l'armée ukrainienne sur les 1400 kilomètres de front. Non, et puis dans les lanceurs de roquettes, là, etc., on ne sait plus les fabriquer. On n'a pas, on n'a même pas réfléchi à comment on pouvait, euh, comment on pouvait faire, parce qu'on perd la technologie. Il n'y a plus que des Allemands, enfin un joint venture israélo-allemand et des Américains qui sont capables de le faire, ce qui veut dire une perte de souveraineté. Je crois que de ces lanceurs-là, il nous en reste 7. 7 qui sont en fin de vie, donc on peut même plus lancer nos roquettes. Pour les chars Leclerc, et tu discutais, bon, je ne veux pas dévoiler nos sources, mais les gens te disent dans l'armée qui sont très informés, allez, il y a un peu plus de 100 chars Leclerc qui sont d'attaque, qui sont en bon état. Enfin, tout ça n'a aucun sens. 100 chars Leclerc, ils sont en fin de vie, enfin, ils sont plus adaptés au terrain. Non, mais surtout, la guerre des chars, c'est probablement terminé. Bon, voyons ce que nous raconte Pas d'autres arguments. Donc, je pense que dans la négociation, Monsieur Trump avait perdu un argument majeur pour faire pression sur M. Poutine avec l'affaire des Tomahawks. Et lorsque, pour une fois, la réunion était bien préparée, c'est-à-dire que les ministres des Affaires étrangères se parlaient avant. C'est pas toujours le cas avec M. Trump, hein, mais pour une fois, c'était bien préparé. Or, connaissant bien M. Lavrov, c'est un mur. Donc, Rubio s'est heurté à un mur et a dit à M. Trump, c'est même pas la peine d'y aller, on n'aura rien. On s'est déjà fait rouler dans la farine au moment d'Anchorage, ça va être pareil à Budapest. D'où cette affaire-là. Donc, non, mais Ouais. je vais nous débarrasser de. Non, mais c'est extraordinaire parce que Non, mais là, on voit. attends, Didier. Le gars, il était dans le bureau quand Rubio a appelé Lavrov. Hein, il était là. Moi, je connais Lavrov. C'est un mur et tout, mais c'est pas vrai, Non, quoi. mais justement, là, on voit, on est typiquement dans le gars qui se fait son film il a dû sans doute abandonner ses petits-enfants là, pour faire sa télévision. Il regarde un peu les news et il raconte sa propre histoire. Donc, on voit qu'il invente une histoire qui brode. Tout ça se passe dans sa tête. Lavrov, c'est un mur. Rubio est allé le voir. Il a touché. Il a vu que l'autre, il avait des bajoux. Et puis, moi, je lui ai serré la main, Lavrov. Il a une grosse main. Enfin, mais tout ça est gros. Enfin, c'est comme tu dis, c'est d'un niveau. Mais Attends, c'est d'un niveau. allez, on finit d'exécuter cet imbécile. Oh non, j'aurais pas dû dire ça. Je m'excuse, mon général. Hein, voilà.
Sur la question, en revanche, sur l'environnement de M. Poutine est intéressante. Parce que, effectivement, moi j'attends toujours 48 heures quand M. Trump dit quelque chose pour attendre 48 heures de savoir s'il dit le contraire. C'est Mais tellement s'il ce dit que pas tu le dis. contraire et que ça continue comme ça, je pense que l'environnement de M. Poutine va commencer à se poser des questions. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui disparaît. Et tous ces gens-là fonctionnent avec l'argent. Ça fait un Donc, moment qu'ils se posent des questions, mais oui. simplement ils sont tenus à la gorge. Ils sont tenus, mais Ils je sont- pense c'est que un la exercice pression de étant de loyauté plus en plus obligée. importante, Je ne crois pas. il y a quand même des bruits au Kremlin sur le fait qu'un certain nombre de gens ont dit mais on va dans une impasse. Militairement, on va pas gagner. Ils le disent, c'est vrai. Et donc, voilà. Non, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Mais ça, c'est parce que- fou parce qu'évidemment, comme je te le dis, après être revenu de Moscou, une chose est sûre, c'est que s'il y a des discussions autour de la guerre, autour de Poutine, c'est pas pour aller parce qu'ils pensent que Poutine est trop dur, hein. C'est parce que les éléments, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, et ils s'expriment pas trop, hein, d'ailleurs. Mais il y a des éléments un peu plus radicaux, et parfois c'est voulu, c'est même mis en avant pour dire attendez, vous avez de la chance de m'avoir. Et ils font un peu aussi du soft power, mais les rares éléments qui pourraient manifester un peu d'impatience, c'est parce que M. Poutine serait trop mou, si j'ose Mais dire. exactement, c'est le contraire de ce qu'il raconte, là. Bien sûr. Et cette, Non, mais on oui. voit qu'il connaît pas. On voit qu'il connaît pas. ni Et la doctrine. Gégo qui dit, ils le disent, mais qui t'a entendu? Non, mais- Et d'ailleurs, tu écoutes Medvedev, tu entends Gilbert Doctorov, qui est un grand spécialiste occidental, hein, de trucs, qui dit, mais qu'est-ce qu'il attend, quoi? Et c'est vrai, j'ai fait un papier ce matin sur Substack pour dire que il y a une certaine impatience, hein, chez les Russes, mais aussi en Occident, de ceux qui en ont marre et qui s'imaginent que la défaite permettra de faire sauter les responsables de celle-ci, c'est-à-dire nous, les gens qui nous gouvernent actuellement. Donc, mais c'est exactement Non, mais le en plus, contraire. il y a une erreur fondamentale dans l'appréciation. On n'est pas dans une guerre. Je ne sais pas si tu as vu des pastilles sur le sujet. Il dit ils ont conquis 1% du territoire en 3 ans. Mais c'est une guerre d'attrition, c'est pas une guerre de conquête. Et comme l'a dit d'ailleurs Poutine, et moi je ne fais pas du pro-Poutine ou de l'anti-Poutine, on est au-dessus de tout ça, on s'en moque complètement, on essaie de faire des analyses qui tiennent la route. Poutine lui-même l'a dit, quoi. Quelque part, si vous pensez que faire une guerre longue n'est pas favorable à la Russie, vous vous trompez. Parce que là, il est en train de tout détruire. D'abord, c'est un pays qui est vidé, l'Ukraine, et on peut le déplorer d'ailleurs, on peut souffrir avec les gens, parce que c'est quand même des êtres humains, tout le monde. Il y a des gens qui meurent, les gens sont mobilisés dans la rue, on voit tous les images de force, embarqués dans des fourgons pour aller faire la guerre. Je ne sais pas, ils ont perdu 20 millions d'habitants ces dernières années. Voilà quelle est la situation. Là, ils sont, en moment où nous parlons, la Russie est en train de mettre complètement à mal toutes les ressources énergétiques, les centrales de l'Ukraine un peu partout dans le pays. Ils vont plus avoir de courant, ils vont plus pouvoir se chauffer, ils n'ont plus d'hommes, ils n'ont plus rien. Je veux dire, si la Russie voulait en un mois, c'était plié la guerre, hein, parce que quand j'entends tous les spécialistes de plateau qui disent oh là là, vous voyez, ils n'arrivent pas à avancer, mais c'est pas du tout comme ça que la guerre est conçue, hein. Il y a eu des moments au départ, et d'ailleurs Poutine a bien réagi, enfin vite réagi en tout cas, en changeant l'état-major, les mecs qui faisaient un peu n'importe quoi, ça a été vite corrigé, quoi. Et là, ils savent exactement où ils vont. Là, ils ont même proposé de faire. Ils ont tellement encerclé les gens. Je crois que c'est 2 fois des poches de 20 000 hommes, de 20 000 soldats ukrainiens entourés par les armées russes. Poutine a proposé de faire pouce, d'envoyer des journalistes en disant on va aller interviewer les soldats ukrainiens. Ils vont vous expliquer pour voir s'ils sont en train de gagner de la guerre ou de la perdre. Tu vois, il dit pendant que vous les interviewez, on bombarde pas, on n'avance pas. C'est complètement déséquilibré parce que il faut comprendre que sur le terrain, cette guerre d'artillerie, même s'il y a des drones, etc., de conquête, de combat dur, hein, vraiment extrêmement violent, tu peux pas gagner cette guerre
par des attaques en profondeur de missiles, parce que dès lors, on est embarqué dans une guerre nucléaire. Tout le monde comprend ça. Et même si tu n'es pas Non, nous, il y a les sauf affaires nous sur le militaires, plateau. mais parce qu'on on essaie de se documenter, de réfléchir, et c'est un peu notre tropisme. Mais tout le monde devrait, en tout cas, devrait le comprendre. Et c'est pas en envoyant son nouveau chef d'état-major, Monsieur Mandon, qui est un peu une gravure de mode, ou quand Monsieur Macron dit c'est l'ambiguïté stratégique, en faisant sonner son ministre des Affaires étrangères, l'homme aux yeux hallucinés, en disant nous sommes dans l'ambiguïté stratégique. Mais la guerre, il n'y a pas, à ce niveau-là, dans cette phase-là, il n'y a pas d'ambiguïté stratégique. Il y a combien de divisions et de combien on avance et quelle perte on est capable d'infliger à l'ennemi. Alors, C'est tout, je veux dire. dis-moi, tu cites le, le ministre des Affaires étrangères halluciné. Je te rappelle que dans la dernière vidéo à ton tour de Moscou, on avait passé l'extrait où il disait qu'ils avaient conquis 1% du territoire. Bon, là, je te propose un autre gars du même genre. Alors là, lui, tu vas voir, c'est comment dire, le gars qui c'est le ministre délégué chargé de l'Europe, Il est bon, lui. Benjamin Haddad, et c'est lui qui est chargé de nous vendre le dernier exploit, c'est-à-dire les records du monde de tirage d'obus de mortier dans les pieds. Hein. Ça, on est devenu très très fort depuis le début de ce conflit. Hein. On n'arrête pas les sanctions, les ci, les là, et tout nous retombe sur la gueule. Et lui, là, il nous explique comment on va prêter de l'argent à Zelensky et comment cet argent sera remboursé par les avoirs russes. C'est extraordinaire. On a fait un premier pas important hier pour continuer à finaliser les contours de ce prêt de réparation à l'Ukraine en utilisant les avoirs gelés. Alors vous le savez, on utilisait déjà les revenus qui sont générés par les avoirs gelés pour financer un prêt de 50 milliards d'euros au niveau du G7 à l'Ukraine. Et là, il s'agirait d'utiliser le reste. Alors, nous, on avait émis quelques conditions sur le cadre d'utilisation, que ce soit en respect avec le droit international, et ça l'est, puisqu'il ne s'agit pas de confisquer ici les avoirs gelés, de les utiliser pour cet emprunt en anticipation des réparations que devra payer la Russie après la guerre. On a fait un premier pas important. Alors, c'est quand même génial, parce que d'abord, je vais dire ce que je pense, je me suis un peu renseigné sur ce qui est envisagé, mais j'entends M. Haddad venir nous dire qu'il faut respecter le droit international, sans blague, alors que ce gel des avoirs russes est une violation, mais totale, et du caractère d'une règle qui a un caractère un peu sacré hein, depuis la fin de Bretton Woods, c'est-à-dire Sécurité que juridique. il faut que les biens appartenant aux États soient inviolables. Bon, donc on l'a bloqué. On leur a déjà volé les revenus, c'est fantastique. Hein. Alors, il faut savoir que tout ça est garanti désormais en Russie et ailleurs. C'est-à-dire que si on s'amusait à toucher, il y a beaucoup de pression dans ce sens. Hein. Von der Leyen passe son temps à dire oh, oui, 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 on va prendre cet argent mais on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Il est clair que les mesures de rétorsion seraient immédiates. Les Russes prendraient largement au-delà sur les actifs euh, européens qui sont sur leur territoire, mais également ailleurs. Il y a des procédures, ils saisiraient les bateaux dans les ports, etc. etc. Ça, c'est la première donnée. Deuxièmement, c'est la question de la confiance dans le système. Ce serait une catastrophe. Les Américains ont toujours été, pas les démocrates, mais depuis, on ne bouge plus là-dessus parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Non, mais c'est la sécurité juridique d'un État. Si tous les États font des placements dans le monde entier, hein, si du jour au lendemain, un pays comme, ou des pays de l'Union européenne, disons, viennent saisir tes avoirs en disant c'est à moi, ça n'a plus de sens. Enfin, à un moment, tu t'es complètement, t'es plus crédible sur la scène internationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que tout le monde sait que l'Ukraine ne remboursera jamais. Attends. Je vais te dire quel est le mécanisme qui a été envisagé. C'est Voilà. fabuleux.
l'Ukraine a été couverte, alors par des prêts de l'ISBAC, etc., a été couverte d'argent, et il y en a un bon tiers qui a été volé. Quand je dis un bon tiers, je suis probablement modeste, hein, je pense que c'est plus que ça. Mais l'idée, elle est quoi? Elle est qu'on va leur donner à nouveau 200 milliards ou 300 milliards et que ce prêt sera garanti par les actifs russes. Ce sera comme une forme d'hypothèque C'est ça. dans laquelle on tapera, qu'on récupérera quand la Russie aura été condamnée à payer des réparations de guerre à Non, l'Ukraine. mais tout ça Je n'existe pas. croyais, moi, je croyais que... Les réparations de guerre, c'était pour les Oui, vaincus, oui, oui, non? oui, oui, je crois. D'ailleurs, ils n'ont pas payé, hein, les Allemands, aidés par Jamais. les Anglais. D'ailleurs, hein, les Allemands, après le traité de Versailles, n'ont jamais payé ce qu'ils nous devaient. Je pense même qu'après la Deuxième Guerre mondiale, non plus. Hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Polonais considèrent qu'ils n'ont jamais été indemnisés, et ils ont entièrement raison. Les Grecs, n'en parlons pas. Et donc, il y a eu une remise totale en 1953 sous égide américaine. Les Américains, ils n'avaient pas de problème, ils ont subi aucun dégât. C'est une guerre qui leur a rapporté. Bon, enfin, ça, c'est l'histoire qu'il a voulu. Mais c'est quand même fantastique, quoi. C'est fantastique parce que on bâtit quelque chose sur une idée folle, quoi. C'est-à-dire une espèce de pronostic absurde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Didier? Ça veut dire que c'est toi et moi qui allons payer. Bien sûr. Non, mais alors, attends, je vais peut-être allumer un petit peu parce que je vois que je suis à moitié dans le noir, là. Noir. Voilà. C'est une lumière un peu jaune, mais ça devrait être peut-être un peu mieux. Alors, d'abord, oui, c'est nous qui allons payer. Il faut comprendre que l'Ukraine, c'est pas des prêts qu'on fait à l'Ukraine, hein. Ce sont des dons, hein. Et que là, on fait dans une espèce de, comme tu dis, d'hypothèque et de péréquation qui n'existe que dans la tête de ces gens-là. Parce que, comme on l'a dit, c'est les vaincus qui payent. Et puis, sous quel mécanisme? Je veux dire, tu saisis les avoirs d'un pays souverain et tu leur dis, vous avez gagné la guerre, mais nous, on estime que vous les avez perdus, donc on saisit vos avoirs et on va se payer pour rembourser le crédit qu'on a bien voulu Non, mais attends. accorder aux gens qui étaient vos ennemis. Enfin, Non, mais attends, ce qu'ils nous disent, c'est que effectivement, c'est une caution. Cet argent cautionne le prêt. Hein. Bon, on vous prête, mais sans risque, puisque l'argent est là. Hein. Et ensuite, comme la Russie va être condamnée aux réparations, ce qui est faux, hein, eh bien, on va pouvoir se servir. Mais sans une condamnation de la Russie à des réparations de guerre, mais ça sort de leur cerveau de malades mentaux, hein, sans récupérer ce fric pour rembourser aux pays européens les prêts, mais il y a un certain nombre de ces pays européens qui veulent rien entendre. Hein. Oui, bah, l'Italie, La Belgique, hein, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, etc. l'Italie aussi, je crois. L'Italie a pas voulu. Et on va voir les autres. Donc, si on touche à ces sommes, en l'absence de condamnation de la Russie par un traité en plus, par un traité international, etc., la condamnation de la Russie à des réparations de guerre qui sont totalement fantasmatiques, eh bien, ce sera là aussi du vol et une violation du droit international. Et puis c'est Non, mais tout. attends, Donc c'est impossible. soyons clairs. Là, si on fige aujourd'hui, non, je vais aller même plus loin. Avant même la guerre, l'Ukraine était un pays mafieux, corrompu, une province américaine, surendettée. Donc aujourd'hui, elle est exsangue. Il n'y a pas vraiment d'État. Hein. L'État s'effondre. Zelensky n'est plus président depuis mai 2024. De mai 2024, il n'a plus aucun mandat. Il y a beaucoup de gens, des Ukrainiens, qui en ont ras-le-bol, et notamment des chefs d'entreprise, des gens qui disent bon, maintenant ça suffit, il faut arrêter ce massacre. Il faut que Zelensky s'en aille et qu'on refasse un processus électoral normal, qu'on signe cette paix. On est prêt même, ils sont prêts à laisser des territoires, parce que de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on fige aujourd'hui, et là encore, l'Union européenne et Zelensky ont changé d'idée, parce qu'il y a 10 jours, on est dans la séquence, parce que les gens, ça va tellement vite que tout le monde oublie.
il y a 10 jours, nous étions dans la séquence, on fige le front et ça sert de base aux discussions. C'est-à-dire, on regarde de combien a avancé la Russie. Bah, finalement, ça voulait dire quoi? La Crimée et le Donbass, fini, quoi. C'est russe et on n'en parle plus. Hein. C'est ça que ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que je comprends mal, mais je crois que tout le monde avait compris ça. Trump fait son truc, sa volte-face, parce que finalement, il n'a pas tellement le choix. Il est complètement impuissant, Trump. Il voit que Poutine continue à avancer, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il continue à avancer, il dit, moi, mes exigences, elles sont simples. Qu'on parle, je suis prêt à faire la paix, c'est toujours les mêmes. Qu'on parle des raisons profondes qui ont amené à la guerre, et si on fait une paix durable. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est leur exigence. Et ils avancent, et pour l'instant, et je vois pas ce qui peut retourner la situation, ce sont les vainqueurs de la guerre. Comme n'en déplaise, il y a que sur les plateaux de LCI et de BFM qu'on dit que les Ukrainiens ont gagné la guerre. Hein. Bon, c'est une boucherie en plus. Donc voilà, nous en sommes. On raconte une histoire qui est le contraire du réel. Là aussi, ça fait partie du storytelling, ça fait partie du narratif, mais ça n'a aucune existence en fait. Oui, enfin, Si on fige, ça a une réalité, c'est que c'est nous qui allons payer à nouveau. alors voilà, C'est si on dément. fige C'est à dément. 2021, c'est déjà le cas. Si on fige aujourd'hui, c'est encore le cas. Et si on fige à une situation, mettons, au sortir de l'hiver, tiens, voilà, ça va être encore pire, parce que l'Ukraine sera encore plus détruite, parce qu'il y aura encore plus d'argent dépensé, parce qu'il y aura encore plus de dommages de guerre. Et qu'est-ce qu'on va saisir? Mais on va saisir quoi, au fond? Et comment? Enfin, tout ça ne tient pas la route. Hein. Alors, écoute, on va terminer avec LCI. Hein, on a été sur le service public. Je crois qu'on a fait du BFM Non, mais aussi. LCI, c'est les talons. Non, mais LCI, c'est magnifique. Donc, on va aller sur LCI et on va écouter ce que ce monsieur a à nous dire. Alors, c'est pas lui. Hein. Lui, c'est Yves Calvi. Non, mais lui, alors lui, c'est un gangster. C'est Lui, étonnant. il passe les Hein. plats. Vulgarité et tout. On va Il l'écouter. avait dit quand même, je rappelle à tout le monde, hein, que c'était l'homme qui avait dit qu'il fallait parquer tous les gilets jaunes dans un stade et qu'on n'en parle plus. Oui, oui. Incontestablement. Alors voilà, là nous avons Dominique, il s'appelle Moisy. Il s'appelle Moisy, c'est pas de chance, hein, pas antipathique, mais alors, il est, je sais plus, Institut Montaigne et tout, une espèce de truc de think tank libéral, et il dit, mais lui, vraiment, absolument n'importe quoi. Hein, je vais pas mettre ça sur le compte de l'âge, compte tenu du mien, hein, mais il est quand même grandiose, lui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est Poutine a voulu masquer la guerre aux Russes, faire en sorte que cette opération militaire spéciale ne les concernait pas et ne les affectait pas. Mais vu le nombre de morts, c'est raté. Hein. Vu le nombre de morts, c'est raté. Mais tais-toi, Yves Calvi, tais-toi. Le rapport de perte, il est de 1 à 10. C'est trop pour les pauvres Ukrainiens qui sont des proxys. Hein. L'Insegram, le sénateur américain, disait, vous comprenez, c'est une guerre formidable. Hein. C'est les Ukrainiens qui se font tuer, pas les Américains. Bon, très bien. Mais non, c'est cette façon grasseillante, cette vulgarité pour jeter ça sur la table. Et ce gars-là se prétend journaliste. Non, mais quelle honte. Bon, allez continuer, monsieur Moisy. Oui, mais les familles russes savent très bien qu'ils ne rentrent pas. Oui, mais dans les grandes villes, il n'y avait pas de mobilisation, il n'y avait pas de recrutement, etc. Et maintenant... S'il y avait des recrutements partout, hein, et 30 000 par mois, donc c'est tout. Mais lui, il dit vraiment, lui, les autres, il y a ils enjolivent, ils inventent, etc. Lui, il parle à partir du rien. Quoi. De rien. Tu vas voir, mais la suite, c'est extraordinaire. Non, soudain, on a l'impression que ça tourne, ça change. On caractérisait l'attitude russe pendant les 2 premières années de la guerre selon le terme d'apathie.
C'est pour ça que les stades étaient pleins, qu'il y a eu l'élection. C'est pour ça que comment dire, toutes les cérémonies rassemblaient un monde fou, qu'il y avait un élan patriotique tout à fait considérable. Mais Monsieur Moisy, bon, je pense que le bien nommé, je vais le dire, c'est idiot de se moquer du nom, mais c'est quand même vraiment tellement adapté. Est-ce que cette apathie est en train de se modifier? C'est raciste en plus, alors, concernant les moujiks. Hein. Si Donald Trump avait accepté de vendre des Tomahawks à l'Ukraine, la guerre serait devenue infiniment plus visible aux citoyens russes, plus difficile à soutenir pour Poutine que les simples queues pour trouver de l'essence. Alors, mon cher Didier... Là, c'est prodigieux. Tout est faux. Non, mais attends. Non, mais c'est vraiment une construction intellectuelle de malade. Ouais. Parce que d'abord, il n'y a aucune queue dans les stations-service. Ah, si. Non, alors ça, Didier, je t'arrête. Moi, j'ai la preuve irréfutable. Il y a des queues. Regarde. Là, c'est un ancien de la CIA. Hein? Regarde ça, tu les vois pas les queues? Regarde, ils parlent en anglais, c'est pas des Russes, hein? Une station, regarde les queues, c'est interminable. D'abord. Regarde-moi ça, si c'est pris d'assaut. Est-ce que t'as vu, toi? Non, déjà, il y a pas de queue. Deuxièmement, alors là, c'est peut-être le plus grave, rendre visible la guerre par l'achat de Tomahawk, ici, comme s'il allait les vendre, par la distribution de Tomahawk, et ce monsieur, il dit en fait, qu'est-ce qu'il dit? S'il y avait une guerre nucléaire, ça se verrait. C'est ça qu'il est en train de dire, il n'en a même pas conscience. C'est-à-dire, si les gens, comme au Vietnam, couraient le dos brûlé par le napalm, eh bien, le Russe qui serait dans Sao-Russe, dans un restaurant de luxe, eh bien, il dirait « Oh, les gens brûlent, il y a une guerre nucléaire ». Mais enfin, c'est des propos de déments, quoi, je veux dire. Et en plus, troisième point, dans les grandes villes, en tout cas à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans toutes les grandes villes de Russie, personne, je dis bien personne, ne parle de la guerre. C'est pas un souci, je veux dire, c'est une guerre qui est loin, etc. Alors après que à Donetsk, etc., évidemment, puis tu te rapproches du front dans les oblasts là-bas, ben oui, évidemment, c'est un sujet. Hein. Mais c'est pas que la guerre n'est pas. Il s'agit pas de rendre la guerre visible aux Russes pour que soudain les Russes disent oh là là, quand même, on a peur. Mais enfin, c'est ne rien comprendre à la stratégie militaire, c'est ne rien comprendre, ne rien connaître de la géopolitique actuelle, c'est méconnaître aussi la profondeur de la résilience du peuple russe dans son ensemble, c'est ne pas connaître l'histoire de la Russie des tsars et de la Russie communiste de l'URSS. C'est ne rien comprendre à rien, en fait. C'est inventer une histoire. Alors, il parle bien, comme tu dis. Tu sais, moi, j'aime bien les gens qui mettent des lunettes comme ça, une cravate, la petite pochette qui va bien, qui prennent l'air affecté. Voyez-vous, si M. Poutine, M. Trump, s'était entendu sur l'extrapolation de la méditation transcendantale en Ossétie de l'Ouest, les choses eussent été différentes. Enfin, c'est de la connerie en bas, ce qu'il raconte. Ça n'a aucune espèce. Non, mais je veux dire, c'est fou. Et que Yves Calvi, que j'ai bien connu, à une époque, je l'ai vu démarrer, c'était à la télé à Lyon. Hein. Donc, comme tu sais, j'ai travaillé à Lyon. Il y avait une télé qui marchait pas trop mal, qui venait de se lancer, TLM, Télémétropole. C'était un bon journaliste, hein. C'était un animateur plutôt vif, curieux, etc. Il est complètement parti en vrille depuis les Gilets jaunes. Hein. Notamment, il s'est piqué de faire de la politique et surtout de mettre ses pas dans ceux du président de la République. Donc là, maintenant, il est comme tous ces gens qui aujourd'hui officient à la télé, sur toutes les chaînes, qu'elles soient privées ou publiques, qui sont là pour faire de la communication, en fait, hein, qui viennent habiller les éléments de langage, qui nous reposent sur... Avant, quand on était plus jeune, mon cher, on avait des spécialistes
des guerres qui venaient aussi bien sur le service public que sur les chaînes privées expliquer les enjeux. D'ailleurs, que tu regardais un JT, il y avait beaucoup d'international, il y avait beaucoup de magazines, de reportages pour comprendre le monde, pour nous donner des clés. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai voulu devenir journaliste, parce que je voyais des reportages, je me disais, c'est ce métier que je veux faire. Je veux parcourir le monde pour comprendre le monde et pour donner à voir le monde. Et aujourd'hui, on est passé évidemment de Jacques Chancel à Fogiel, voilà, et de gens éminemment intéressants qui font de l'analyse stratégique à des analyses un peu plus rances, voire carrément moisies. Ça y est, tu as réussi à le. Je vais Ah, te faire c'est très plaisir mal. parce que C'est très mal. On ira en enfer tous les deux. Allez. voilà. Hein, bon. Ou la révolte de la génération Z. C'est pour ça, nous sommes à un moment tournant. Nous disions, au cours des derniers mois, l'Ukraine est épuisée. Eh bien, soudain, pour la première fois, il convient de dire, la Russie commence à s'essouffler, elle aussi. Bon, alors, on va quitter Monsieur Moisy, mais de nouveau, mon cher Didier, je m'interroge sur le rapport que tu nous as fait la semaine dernière sur ton voyage en Russie et la façon dont tu nous as présenté Moscou en disant que c'est une ville propre, etc. Ben, écoute, je vais te montrer une vidéo où c'est pas tout à fait ça quand même, hein, que j'ai trouvé sur les réseaux. Que ce n'est pas le moment de profiter de cet essoufflement pour créer un changement réel. Et ça ne passe pas par les sanctions, ça passe par les livraisons d'armes à longue portée à l'Ukraine. Moscou. Oh, pardon, c'est Paris. Oh, je me suis trompé. Oh, c'est la route que tu prends quand tu reviens de l'aéroport. Les touristes la voient, c'est ça, oui. Excuse-moi, hein, Non, mais tu vois, moi, Non, c'est mais cruel. quelle C'est honte. cruel parce que quand tu reviens en France, déjà tout te semble petit, tout te semble compliqué. Tu passes, t'arrives à Charles de Gaulle, donc il n'y a personne parce qu'il t'arrive tard dans la nuit, là, et tu passes devant des trucs là, avec des ficelles là, qui tirent. Tu fais ça, il faut faire ça, tac, 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 pendant 500 mètres, tu fais ça, tu es tout seul dans l'aéroport, et tu fais ça, tu vois des bidonvilles, tu vois des tentes partout, et tu viens de quitter un pays et une ville en tout cas gigantesque, où, je l'ai déjà dit la semaine dernière, le parc automobile est 2 fois supérieur au nôtre, rutilant, les restaurants tournent 24 heures sur 24, tu peux faire tes courses à 2 heures du matin, le niveau de vie est manifestement plus élevé, la planète s'est donné rendez-vous à Moscou, tu as toute l'Afrique à Moscou, les Émirats arabes unis, le Maghreb, tous les gens qui viennent faire des affaires, c'est devenu une plateforme internationale en termes de business, tu te dis. Alors, il y a quelqu'un qui m'a transmis, je savais qu'il avait, mais c'était un peu vague dans ma mémoire, mais le voyage d'Emmanuel Todd, qui a fait le même voyage. Si, c'est moi qui t'en ai Bah, parlé. c'est toi qui me l'a passé, voilà, exact. L'instant Rosarche, son papier est magnifique, c'est très bien écrit, comme écrit généralement Emmanuel Todd, et il fait exactement les mêmes remarques que moi. Je veux dire, il est allé en août à Moscou et il dit ce qu'il a vu. Et alors après, c'est vrai que la peroxydée, là, un peu excitée, Madame Poedi, est venue m'insulter. Bon, j'ai fait 2-3 tweets, ça l'a vite calmé. Elle venait quand même prendre sa claque toutes les heures. Bon, à la fin, elle a fini par arrêter, quoi. Mais en disant, mais vous êtes allé voir Moscou et c'est pute, elle m'a dit. Bon, elle parle comme ça, je fais pas son accent, parce qu'on m'a accusé de xénophobie. Mais elle le dit avec les yeux révulsés, en bavant un peu sur elle. Bon, moi, je suis resté très calme, mais voilà, c'est pas du tout. Alors, moi, j'ai pas prétendu que toute la Russie était à l'aune et à l'image de Moscou, mais enfin, les amis qui reviennent, qui vont régulièrement parce qu'ils ont de la famille à Saint-Pétersbourg, me disent c'est encore plus beau que Moscou. Alors après, j'ai pas vu toutes les campagnes, hein. J'ai vu les alentours de Moscou, c'était plutôt bien tenu, mais
il y a sans doute plus de pauvreté dans les campagnes, mais quand tu vas dans les campagnes au-dessus de Saint-Étienne Non, mais ou, attends, Didier, ou dans le sud de la France, la dans les vidéo, centres Open Mirabeau et compagnie, la vidéo, à plan de cuc et tout, c'est pas non plus très reluisant, hein. Bon, Didier, la vidéo, c'est l'entrée de Paris. bien sûr. C'est-à-dire, tu sors de l'aéroport, voilà devant quoi tu passes. Hein. Donc, les touristes chinois, les touristes américains, quand ils viennent, voilà le spectacle. Mais voilà où on en est. J'ai vu cette vidéo, je me suis dit, tiens, je vais la mettre, hein, parce qu'au début, Moscou, et puis, ah ben, non, pardon, c'est Paris. Ben ouais, Non, mais ben écoute, ouais. moi, j'invite tout le monde, parce qu'il n'y a pas que des Parisiens, Dieu merci. Moi, j'essaie d'y aller le moins possible à Paris aujourd'hui, de ce qu'est devenu cette ville, hein. Il y a quelqu'un qui a mis une vidéo aujourd'hui sur X. Pour 5 heures de stationnement, ça lui coûtait 117 euros. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, hein. C'est insupportable. Tu peux plus. Mais surtout, c'est sale. On est plutôt costaud et on n'est pas trop heureux. Moi, je dis c'est mal famé. Il y a des quartiers quand t'es, moi, bon, voilà, j'ai une fille. Ça m'emmerde un peu, hein, excuse-moi, de voir. Alors, comme disait l'autre, c'est peut-être pas un coup de gorge, mais bah, quand même, ça le devient un petit peu, hein. C'est crade, c'est mal famé, il y a des pauvres partout, hein. Tu vas dans le 19e, le 20e, ou Georges Pompidou, tu vois partout, ou même du côté du 13e et du 5e, là, tu vois des tentes. Enfin, c'est quand même incroyable. Moi, je suis arrivé à Paris. J'étais toulonnais, donc je suis toulonnais pour faire, après mes études, pour bosser au Figaro. C'était en 88, puis en 89 où je me suis installé. J'y suis resté 30 ans, quoi. Bon, c'était pas comme ça à Paris, hein. Moi, j'ai vu se détériorer. Tout est pourri dans Paris maintenant. Les trottoirs sont délabrés. Les routes, moi je fais du deux roues, sont défoncées. Tu peux pas stationner. Tu te fais, tu es toujours en train de payer, tu te fais verbaliser, vidéo verbaliser, tu n'es jamais dans le bon truc, tu n'as pas la bonne vignette. C'est une ville qui est concentrationnaire, et je pèse mes mots. Et je pense que d'ici quelques années, ce qu'il y a dans les tuyaux, parce que là on sort un peu du cadre, mais c'est pour mieux y revenir, je pense qu'il va y avoir une désindustrialisation complète de nos pays. Regarde ce qui se passe. Il y a Tavares qui a parlé, on en pense qu'on veut du bonhomme, mais pour ce qui concerne l'industrie automobile, hein, qui est en train de s'effondrer, les Chinois vont arriver prendre le contrôle de nos industries, de nos usines, et vont être traités comme des sauveurs, puisqu'on a pu, voilà, et ils ont tout le marché, parce que quand M. Macron parle des gigafactories, etc., enfin, on est 1% du marché. Le marché de l'électrique sont essentiellement les Chinois, qui vendent beaucoup d'ailleurs à la Russie. Il n'y a plus d'ailleurs de visa entre les deux pays, hein. Ils sont dans l'hydrogène déjà. Enfin, on est complètement largué. Donc nous, on va voir des Français de seconde zone, c'est-à-dire qu'ils vont se cogner 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures parfois de transport en commun par jour pour venir dans les métropoles, pédaler dans des vélocabs, promener des riches chinois qui auront pris le contrôle par l'argent, par la production et de toute façon tout à fait pacifique et naturelle de nos économies. C'est ça qui est Attends, en train de se passer. Didier, on verra. On verra. Pour l'instant, tu as raison, c'est une dystopie. Cette ville est une dystopie. Elle est à l'image de ce pays. Mais je te rappelle quand même qu'on est en train d'essayer d'élaborer un budget, qu'on n'a pas de gouvernement, celui-là va être renversé, qu'on a une classe politique complètement bloquée. Je veux dire, on est au bord de la catastrophe. Oui, parce que C'est-à-dire c'est que toute si cette on n'arrive histoire. pas, on a un président de la République qui est à 15%, qui est plus bas que 11 11, aujourd'hui. pardon, oui, 11, 11. plus bas que Hollande, 15, hein, c'était au début de semaine. et on est incapable de s'en débarrasser. C'est fabuleux, ça. C'est fabuleux. Tu as 90% des Français qui disent quand est-ce qu'on le vire? Il faut qu'il s'en aille. Et on est incapable. Donc, on a très envie que les Russes finissent le boulot pour les gens lucides. Hein, mais ça, c'est une erreur grave. Et malheureusement, si tu veux, tu projettes sur ce que les Chinois pourraient faire. On n'en est pas là. Aujourd'hui, là, on est dans la. Tu vas avoir 10 millions de Français, attends, qui n'auront pas les moyens de se chauffer cet hiver. Hein. Tu as une manif dans les rues? Tu as des mouvements, des trucs? Rien.
rien. On a un peuple qui se tient sage, hein, et donc ça, je pense que le Covid a joué son rôle, la crise des Gilets jaunes a joué son rôle. Écoute, je pense que là, on a fait un tour. Je sais pas, enfin, je verrai au montage le temps que ça prend. Je vais peut-être tâcher de faire des séquences. Donc, on Ouais, va. parce que sur Moisy, t'as pas été terrible, hein, moi non plus. Hein. Comment? Sur Moisy, on n'a pas été terrible. Hein, Pourquoi? Tu voulais parce qu'on qu'on. a. Ah oui, avec la Non, blague. Oh, je m'en fous. je Non, plaisante. non, on est gentil, hein. Tu sais, moi j'ai une plainte au Conseil de l'ordre parce que j'ai répondu à un mec qui était sous pseudo. Vous êtes idiot comme ça ou c'est un déguisement? Alors ça lui a pas plu, il a déposé une plainte, il a saisi le Conseil de l'ordre et tout. Donc bon, je m'en fous un peu. Enfin, non, je m'en fous pas parce que ça devient du trolling, ça devient du bâillon. J'ai entendu Macron son discours où il a, comme par hasard, le jour, il a réuni un espèce de colloque là, avec 200 experts pour réguler les réseaux le jour où il avait fait organiser le procès concernant Madame Brigitte Macron. Enfin voilà. Bon, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. On aura sûrement des choses encore à dire. En tout cas, tenez bon et surtout, il faut que tous ensemble on réfléchisse. J'écoutais Alexis Poulain, il disait mais comment est-ce qu'on va réussir à enfermer ce petit bonhomme dans sa boîte en parlant d'Emmanuel Macron? C'est une vraie question. Il faut Non, mais véritablement qu'on s'en je ne veux pas débarrasse. être long. Je suis complètement d'accord avec ta conclusion, mon cher, mais tu vois, il y a quand même un problème, bien sûr, du peuple qui est résigné, et le Covid, l'ingénierie sociale et le nudge aussi, parfaitement fonctionné. Euh, mais d'avoir quand même une classe politique hein, qui refuse de le destituer et une classe médiatique qui reprend 100% de ces éléments de langage, l'AFP en tête, sur cette histoire du forum de la paix, qui est une pantomime qui évidemment ne sert à rien, et ce faux procès où d'ailleurs les gens n'ont pas été attaqués pour diffamation avec la loi de 1881, mais avec la loi Chiappa, et c'est pour ça que Madame Tiffaine Ozière, la fille de Madame Macron, est venue témoigner en disant oh, elle n'est pas en bonne santé, hein, parce que ça fait partie, elle a dit exactement ce qu'il fallait dire dans les termes de la loi, parce que sa santé s'est détériorée. Enfin, moi, je l'ai vue à la Fashion Week, partout, danser, chanter. Elle n'a pas l'air pas en forme, Madame Macron, et qu'elle soit en forme et qu'elle soit heureuse. C'est tout ce que nous lui souhaitons, ainsi qu'à son mari. Mais Ah, moi, ils abandonnent le pouvoir, c'est tout, quoi. Voilà. oui, enfin bon, je pense que sa place est en prison, hein, donc Mais beaucoup plus que Nicolas Sarkozy pour les raisons judiciaires qui ont été utilisées. Pour le reste, c'est une autre histoire. Voilà, jeunes gens et personnes moins jeunes, à très très bientôt. Donc, je vais faire un petit montage et publier ça rapidement. Salut Didier. salut à tous.